Bidouilleur, salut. On me donne 1,04 ohms. Le condensateur électronique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire des mesures en décibels. Sentez-moi ça. Bidouilleur, salut. Je fais de l'électronique depuis de nombreuses années. J'ai joué et utilisé des cristaux de quartz et des oscillateurs pendant toutes ces années. En parallèle, j'ai toujours été fasciné par les pendules. Cela doit probablement provenir du fait que mes parents possédaient une horloge murale à pendule qui était centenaire. Les sons de tic-tac et de carillon de Westminster remplissaient mon espace d'enfance. Un pendule est une forme d'oscillateur, une contrepartie mécanique de l'oscillateur électronique. En ce sens, je voulais expérimenter en faisant un pendule plus précis, donc l'asservir en utilisant de l'électronique. Je vais donc vous détailler ce projet aujourd'hui. Il n'y a rien d'innovant dans ce travail. Je veux juste m'amuser en explorant le monde des pendules mécaniques. Parlons d'abord de la période du pendule. La période, c'est le temps que prend le pendule pour faire un aller-retour complet. Comment contrôler la période d'oscillation d'un pendule? Eh bien, de façon sommaire, la période d'oscillation d'un pendule est essentiellement fonction de la longueur du pendule, en fait de la distance de son centre de masse par rapport au pivot. Okay? En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, car l'angle de l'oscillation, donc l'amplitude de l'oscillation, a un léger impact sur la période. C'est ce qu'on appelle l'erreur circulaire. Je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais c'est cet effet que j'exploite pour augmenter ou diminuer la période du pendule. Alors, je contrôle la période du pendule pour contrer les effets extérieurs suivants: la force gravitationnelle, la pression atmosphérique, la température, l'altitude, les marées, les chocs et vibrations, même poussés à l'extrême les tremblements de terre, la friction mécanique, et il y en a d'autres phénomènes subtils à contrer aussi. Ce projet a évolué sur une période de plusieurs mois. J'ai débuté par la suspension d'un tuyau d'aluminium de 1,2 m, le voici, et des élans manuels pour voir en combien de temps le pendule allait s'arrêter. Avec un roulement à billes récupéré d'un vieux disque dur en guise de pivot, ça prenait 20 minutes pour un arrêt complet du pendule. C'est très encourageant. C'est ce qu'on appelle, dans le langage scientifique, le facteur de qualité, le facteur Q. Donc, le Q était assez élevé. J'ai ensuite expérimenté avec des impulsions de durée fixe données au pendule par l'entremise d'un électroaimant dans le but de maintenir l'oscillation en vie. Sans beaucoup de succès d'ailleurs. La raison principale de la mort de l'oscillation, en quelques heures en général, était la contraction et l'expansion du tuyau d'aluminium. Les métaux traditionnels ont un coefficient d'expansion thermique assez élevé. Donc clairement, ça prenait un système à impulsion variable pour maintenir l'oscillation à long terme. Et c'est là que c'est devenu un projet plus complexe avec microcontrôleur, référence de 10 MHz et chambre en température contrôlée. Bien, allons voir maintenant en quoi consiste le montage. Alors débutons par le contrôle, l'asservissement du pendule. J'ai construit une plaquette de circuit imprimé qui loge à peu près toute l'électronique, sauf en ce qui a trait le détecteur de position du pendule et le circuit qui envoie la pulsation au pendule. Alors, côté contrôle, j'ai deux microcontrôleurs ici. Ce sont évidemment des microcontrôleurs PIC. J'ai pris des 12F683 et j'ai divisé la tâche en deux. Le premier microcontrôleur fait la mesure du temps, donc de la période, sur le photodétecteur et par la suite contrôle la longueur de l'impulsion envoyée à l'électroaimant. Donc il fait vraiment un travail lecture et contrôle. Il fournit l'information de la lecture, entre autres, et la durée de la pulsation au deuxième PIC qui, lui, s'occupe exclusivement de formater l'information et de l'envoyer à l'affichage ici.
J'ai ségrégué les deux activités parce que c'était beaucoup plus simple compte tenu du prix d'un microcontrôleur, environ 1 $. Beaucoup plus simple que de gérer les interruptions pour s'assurer que des activités comme l'affichage ne dérangent pas la mesure et l'envoi de la pulsation. La puce ici, c'est une puce qui reçoit l'impulsion venant de l'optodétecteur et qui formate une belle onde carrée pour envoyer au microcontrôleur. Ce PIC utilise un oscillateur TCXO, donc compensé en température, un oscillateur de 10 MHz pour cadencer la mesure de la période du pendule. Je peux aussi, si je le désire, envoyer un signal 10 MHz d'une référence par exemple au GPS ou d'une référence au rubidium plutôt que d'utiliser l'oscillateur ici pour augmenter la stabilité encore plus compte tenu que cet oscillateur est bon mais qui va quand même réagir un peu aux variations de température ambiante. L'affichage quant à lui nous donne une heure que j'ai mis. Je me suis dit pourquoi pas rajouter une horloge dessus. L'horloge est cadencée évidemment par les impulsions reçues du pendule. Et je montre aussi la chaîne de caractères envoyée par le microcontrôleur. Cette chaîne de caractères-là, évidemment, donne la lecture du décalage du temps par rapport à 10 MHz. Ça nous donne aussi la longueur de la pulsation envoyée. Et ça nous donne aussi une moyenne, donc, de calcul des écarts sur 10 secondes. Alors ça, c'est essentiellement l'affichage. Du côté du contrôle de température de la chambre, eh bien, j'ai un contrôleur de température ici qui a une résolution de 0,5 degrés C. Donc, le contrôleur chauffe à partir de 25 degrés Celsius et arrête à 25,5 degrés Celsius. Et la température va redescendre à 25 et le contrôleur va rallumer à nouveau. Donc, 0,5 degrés. Ici, ça pourrait être amélioré avec un contrôleur de meilleure qualité. J'y reviendrai tantôt. Alors, plutôt que d'utiliser un relais, parce que ce contrôleur vient avec un relais pour contrôler le secteur, plutôt que d'utiliser le relais, j'ai plutôt utilisé le signal qui alimente la bobine du relais et je l'ai envoyé sur un relais, un module à l'état solide pour contrôler le chauffage dans la boîte à l'intérieur. Donc, c'est silencieux et c'est fiable. Je ne voulais pas utiliser un relais et l'entendre constamment. Alors ça fait le tour de ce qu'il y a à l'extérieur de la boîte. Maintenant, allons voir le pendule et l'électronique à l'intérieur. Alors ça, c'est la plaquette qui sert à lire la période, donc la position du pendule, et à envoyer des impulsions au pendule. Alors, le pendule possède une aiguille ici de métal qui vient interrompre le faisceau infrarouge sur l'optodétecteur chaque fois que l'aiguille passe dans l'espace, l'interstice entre l'émetteur et le récepteur infrarouge ici. Alors, ça produit une impulsion, c'est cette impulsion-là qui est envoyée au microcontrôleur pour lire la période du pendule. Alors, maintenant, il y a aussi un aimant de coller juste en dessous du pendule, un aimant permanent. Et c'est cet aimant permanent-là qui réagit avec l'électroaimant, la bobine jaune, à l'arrière. Et donc, il y a une légère impulsion. En fait, c'est une attraction qui est faite du moment que le pendule passe de gauche à droite dans le détecteur photodétecteur. Il y a une impulsion qui est envoyée pour attirer légèrement le pendule et donc l'accélérer. Et la longueur de cette impulsion-là est variable et c'est comme ça que le système contrôle l'amplitude du pendule. Le bras du pendule lui-même est fait de bois, c'est en fait du chêne, donc on prend un bois franc et le sens du grain est longitudinal pour diminuer au minimum l'expansion en fonction ou la contraction en fonction de la température. Si le grain avait été dans l'autre sens, ça n'aurait pas été aussi bon. Alors, ça c'est un choix que j'ai fait, c'est beaucoup mieux avec du bois qu'avec un métal courant. J'ai rendu le bras plus pesant à l'aide d'un poids ici en plomb et que ce poids-là, évidemment, je le déplace pour pouvoir ajuster de façon grossière la période du bras du pendule, donc
avant même que je démarre le système. Okay? Alors, c'est une façon d'ajuster ça à environ 2 secondes pour ensuite faire le contrôle avec l'électroaimant. Parlons maintenant de la chambre de température. Bien, je l'ai stabilisée avec 4 vis, 4 ajustements. Et pour nous assurer que peu importe la surface du plancher, bien, la boîte sera toujours solide. Alors, on ajuste 3 vis pour commencer et on visse la 4e. Et ensuite, on s'assure qu'il n'y a aucun jeu avec le plancher. Donc, vraiment, ça donne une boîte qui très solidement repose sur le plancher. Alors, la chambre à température contrôlée a été construite avec du contreplaqué. Donc, une chambre très solide qui ne bouge pas trop. Et je lui ai mis de l'isolation. Et ça a fait une bonne différence. L'isolation est venue par la suite. Je me suis aperçu que j'étais capable d'aller chercher environ 20% de régulation de température. Donc, le cycle chauffage revenait 20% moins souvent une fois l'isolation ajoutée. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais ça a quand même amélioré au niveau des variations de température. C'est fait de mousse d'empaquetage et d'expédition de matériel électronique. Ce n'est pas une mousse molle, c'est une mousse à bulles remplie d'air. Donc, il y a vraiment un facteur d'isolation qui est significatif en utilisant ce genre de produit. J'aurais pu acheter du matériau de construction aussi, mais disons que j'avais accès dans des rebuts à ce genre de mousse-là. Alors, je l'ai récupéré. La chambre est chauffée à l'aide de 3 résistances de 100 ohms 50 watts. Ces 3 résistances-là sont montées chacune sur un dissipateur de chaleur. Et donc, les 3 résistances sont en série branchées sur le secteur 120 volts. Okay? Alors, c'est comme ça que je chauffe l'environnement. Il y a environ 3 fois 15 watts, donc environ 45 watts de chauffage dans la boîte. Donc, ça permet de chauffer assez rapidement l'environnement. Alors, j'ai distribué les points de chaleur dans le bas pour essayer de garder la température la plus constante possible dans le bas de la boîte, sachant très bien que la chaleur a tendance à monter. Alors, j'aurais pu peut-être distribuer les dissipateurs de façon différente, là, mais j'ai voulu mettre ça aussi de façon symétrique. La sonde thermique résistive, placée à peu près au milieu de la boîte. Alors ça, c'est le pivot du pendule avec son fameux roulement à billes de disque dur, donc de la tête du disque dur et non pas du plateau. Et c'est aussi simple que ça, c'est fixé dans le haut de la boîte et ça garde donc la friction au minimum. Alors, pour monitorer à plus long terme et regarder les tendances, j'ai créé ce programme Monitor en Python avec Qt, pour ceux qui veulent savoir là, comment j'ai créé la fenêtre. Essentiellement, le programme reçoit l'information du port série, la chaîne de caractères à toutes les 2 secondes, et affiche d'une meilleure façon et fait les calculs nécessaires pour, par exemple, trouver c'est quoi le décalage, donc la période en secondes. Vous savez que la période, c'est 2 secondes. Donc, 1 seconde aller, 1 seconde retour. Eh bien, on affiche la différence ici de la période et son équivalent en parties par million. Donc, comme vous voyez présentement, le système est, on peut dire, stabilisé avec une différence de seulement 0,2 parties par million. Alors, c'est presque rien. Alors, comment le système fonctionne? Il reçoit 10 échantillons et de ces 10 échantillons-là, il calcule une moyenne d'écart entre ce qui est reçu et 2 secondes. Et la différence, bien, c'est le décalage ici, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui est reçu par la chaîne de caractères? On a ici l'écart par rapport aux 20 millions d'impulsions, puisqu'un oscillateur de 10 MHz sur la plaquette, et on mesure pendant 2 secondes, donc il y a donc 20 millions d'impulsions qui passent entre 2 passages du pendule.
Et donc ça, c'est l'écart par rapport aux 20 millions d'impulsions en impulsion. D'accord? Et c'est ça qui nous sert à calculer bien l'écart. J'en fais une moyenne de 10 échantillons. D'accord? Et c'est ce qui me donne l'écart ici et ici. D'accord? Et ensuite, bien, à l'aide de cet écart, le PIC microcontrôleur calcule une longueur d'impulsion constamment en fonction de l'écart ici qui est mesuré. Et le PIC fait aussi la moyenne. Donc c'est pour cela qu'il y a 10 échantillons et une longueur d'impulsion variable lorsque nécessaire. On l'écrit ici, l'impulsion, dans ce cas-ci, pour l'équilibre présent, c'est 37 millisecondes de longueur d'impulsion. Alors, pour vous montrer les deux courbes ici, ce que j'affiche ici, en haut, ce sont les écarts par rapport à 20 millions d'impulsions entre deux passages de pendule. Et c'est ce que j'affiche. Et la courbe du bas, c'est la longueur, la durée en millisecondes des impulsions. Donc, ce que vous voyez de façon générale, il y a ici, 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 si vous regardez la courbe, et ici, il y a des bosses. Et ces bosses correspondent à l'allumage du chauffage et la mise hors circuit du chauffage. D'accord? Alors, ce sont les cycles de chauffage qu'on voit quand même bien ici. Ça, c'est les tendances générales. Alors, ce que vous voyez aussi ici et ici, eh bien, c'est moi qui a causé, qui a induit un problème. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai marché à travers la porte qui est située à côté du pendule et tout de suite, on a vu un écart que le système a bien sûr compensé. Alors, vous voyez, quand je vous dis des petites vibrations infimes peuvent être perçues par le pendule. Ici, c'est carrément moi qui a fait une petite touchette avec un doigt. Donc, j'ai poussé et envoyé une petite vibration sur la chambre de température et tout de suite, le pendule a été dérangé. Mais le système a réussi par la petite courbe rouge qui est ici, là, la courbe du bord, on a vu que le système a compensé tout de suite. Il nous a ramené ça à 0 par rapport, ou tout près de 0, par rapport aux 20 millions d'impulsions. Donc, ça, on voit tout de suite le comportement général des impulsions ici en bas, donc la compensation, en réaction à des soubresauts. Alors, de la façon que ça fonctionne, c'est que le chauffage démarre ici et ça prend un certain temps avant que l'effet se transfère sur le pendule. Mais on voit quand même la bosse et il y a un délai pour que le système voit cette bosse qui commence à se créer et tente de compenser et réussisse à compenser et ramener ça tout près de 0 en décalage par rapport aux 10 MHz, ou je devrais dire aux 20 millions d'impulsions. D'accord? Alors, c'est ça. C'est essentiellement ça le fonctionnement du programme et du pendule. Vous me direz à quoi sert ce pendule? Ben, à absolument rien. Ce n'est pas vraiment une horloge à pendule, car le pendule est asservi par un cristal de quartz. Le pendule ne sert donc pas à réguler le temps. C'est juste une expérimentation pour voir comment précis je pouvais maintenir le pendule. Vous avez vu que dans un environnement stable, sans vibration soudaine, il est assez facile de maintenir la déviation de période à quelques parties par million. Pensez-y, car la plupart des cristaux de quartz n'ont même pas cette stabilité. Donc, pas si mal pour un pendule mécanique. Quel changement pourrais-je apporter pour améliorer encore plus la stabilité? Bien, clairement, diminuer les variations de température. Bon, à ce sujet, j'ai un contrôleur de température de 0,1 degré de régulation. Je vais éventuellement l'essayer sur le pendule et je vous donnerai peut-être une mise à jour. Autre amélioration possible, une tige de verre de quartz en guise de pendule, plutôt que du bois ou du métal. Le quartz est très peu réactif à la température. Je pourrais aussi passer plus de temps à améliorer la boucle de contrôle sur la réaction que fait le microcontrôleur aux variations de période. Question de mieux prévoir les tendances et réagir plus rapidement. Là-dessus, par contre, il faut aussi garder en mémoire que j'utilise un PIC avec sa puissance de calcul et son espace mémoire limité.
Pour pouvoir faire toutes ces mesures de caractérisation, il faudrait évidemment que je déplace mon montage sur un plancher de béton, ce que je vais faire incessamment d'ailleurs. Bien voilà, je voulais partager avec vous ce projet qui me fascine et qui m'a tenu occupé juste avant de fonder la chaîne Électro-Bidouilleur. J'espère que vous avez apprécié cette petite découverte du monde de l'asservissement électromécanique. Faites-moi part de vos commentaires et suggestions comme toujours, je les lis tous avec beaucoup d'intérêt. À la prochaine!